Et le triangle dramatique, on peut le considérer comme une planche de jeu, un Monopoly, avec trois cases de départ, qui sont ces trois cases, le persécuteur, le sauveur, la victime. Pour que le jeu commence, il faut qu'un des protagonistes se positionne sur une de ces cases de départ. Première case, le persécuteur. Donc, le persécuteur, c'est un protagoniste qui confond puissance et violence, qui confond proposer et imposer. Sa petite voix intérieure lui dit « J'ai plus de valeur que les autres, on ne peut pas leur faire confiance, c'est de leur faute, ils font exprès. J'ai le pouvoir de les conduire à se sentir mal, coupable. Je n'ai pas d'autre choix que d'agresser pour gérer la situation. » Derrière tous ces rôles, on va voir qu'il y a toujours une composante positive. C'est-à-dire que alors ça représente peut-être 10%, 20%, 30% de l'intention, mais en attendant, chez le persécuteur, il y a ce souhait de faire bouger, de faire avancer les choses, même si tout est fait de manière extrêmement maladroite. Donc, le persécuteur, ça va être de manière caricaturale ce responsable d'équipe qui va perdre ses nerfs durant une réunion et qui va finir par dire mais je suis vraiment entouré là d'incapables, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il faut vraiment que je fasse tout par moi-même. Mais ça peut être également moi, en tant que parent, qui perd patience avec mon enfant. Je suis pressé, il est 9 heures, je dois absolument aller à une réunion. J'ai prévenu ma fille qu'il y a 5 minutes qu'on devait partir, et puis elle n'est pas prête, elle ne trouve pas son doudou. Et puis je laisse éclater ma colère. Mais enfin, Lisa, c'est pas possible, je t'avais prévenu, et puis on n'en a rien à faire de ton doudou. De toute manière, ton doudou, il est à la maison, tu le retrouveras ce soir, et là, c'est parti, je rentre dans le rôle de persécuteur. Donc, il est très facile pour tout à chacun de rentrer dans ce rôle-là. Deuxième rôle, le sauveur. Donc, le sauveur, il y a une confusion entre proposer de l'aide et voler au secours des autres, et sa petite voix intérieure lui dit l'autre n'aura de valeur que si je l'aide. J'ai le pouvoir de conduire l'autre à se sentir mieux, tout en le plaignant de ne pas en être capable. Je n'ai pas d'autre choix que de servir par mon aide. Donc là, il y a une forme de transaction implicite qui est « j'ai besoin de t'aider pour exister ». Pareil, exemple de sauveur, je ne sais pas si vous avez parmi vos amis, vos copains, des personnes qui, dès que vous partez en voyage, dès que vous avez besoin de faire appel à un artisan, a toujours la bonne idée. Si tu vas à Barcelone, tu dois aller dans ce restaurant-là, c'est le meilleur des restaurants. Si tu dois faire appel à un peintre, c'est celui-là. Vous n'avez strictement rien demandé, mais là, tout d'un coup, il arrive avec des solutions sur un plateau. Autre exemple de sauveur, c'est nos politiques, quels que soient les pays, qui, à chaque élection, incarnent totalement le rôle de sauveur. Ils ont eu une trentaine de prédécesseurs avant eux qui ont fait des promesses, qui n'ont pas réussi à tenir ces promesses et qui pourtant, à chaque élection, vont de nouveau endosser la cape du sauveur, redresser économiquement le pays, redresser culturellement le pays, redresser socialement le pays, et ils y croient profondément. Et puis ensuite, nous avons la victime qui, elle, va confondre demander de l'aide et se plaindre. Petite voix intérieure, j'ai moins de valeur que les autres ont le pouvoir de me conduire à me sentir mal, minable, je n'ai pas d'autre choix que de me plaindre et de dépendre des autres. Là encore, derrière cette posture, il y a une vraie douleur et il ne faut pas l'oublier. La victime, ça peut être ce collègue qui se sent victime, par exemple, de son chef, à qui vous proposez de l'aide. Vous lui dites, mais est-ce que seulement tu lui en as parlé? Est-ce que tu ne ferais pas un pas vers lui? Et puis qui vous dit, oui, mais non, c'est pas possible, j'aurais pas son écoute. Mais alors dans ce cas-là, est-ce que tu n'irais pas te tourner vers la DRH? Oui, mais la DRH,
elle ne voudra rien entendre, mais alors dans ce cas-là, et toujours le 8 mai et toujours cette tendance à rester dans la posture de la victime. Pour que le jeu commence, il faut qu'un des protagonistes se bascule justement se mette dans l'une de ces cases de départ. Et bien entendu, pour jouer, il faut être deux. Mais qu'est-ce qui va nous amener à nous placer sur une des cases du jeu? Ça va être le fait qu'on va surréagir à quelque chose. Et en fait, on va se faire accrocher sur un de nos points faibles. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. On va en citer 3. Le premier cas de figure, c'est il se peut très bien que rien que le fait qu'une personne se positionne sur ce triangle-là, ça soit suffisant pour nous-mêmes activer un hameçon et nous-mêmes adopter une posture en réaction. Donc, si on reprend l'exemple du chef qui s'énerve totalement durant la réunion et qui se met à persécuter, il se peut très bien qu'en fait, votre réaction naturelle face à ce comportement totalement inacceptable soit également de basculer dans de la persécution. C'est-à-dire qu'il est hors de question que tu me parles comme ça, baisse d'un ton, ou de jouer le rôle de la victime, qui est, oui, on n'a peut-être pas été à la hauteur, on n'est peut-être pas les meilleurs, et d'accepter finalement de se faire rabrouer. Si jamais le fait qu'un des acteurs, qu'un des protagonistes se positionne ne suffit pas, il se peut que ce protagoniste vous tende un piège, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, ce protagoniste, depuis le rôle persécuteur, va faire un appel à victime. Donc, il va par exemple sortir la phrase « Ce que tu produis est vraiment de piètre qualité, donc persécuteur. Est-ce que tu t'en rends compte au moins ?» Donc, est-ce que tu t'en rends compte au moins, c'est j'ai envie de te mettre dans la case victime. Et puis, est-ce que je t'invite à te placer dans cette case victime. Et puis, ça peut être le trigger qui vous-même va vous faire rentrer dans le triangle. Donc, soit d'ailleurs en acquiesçant, en vous mettant dans cette case victime, soit en persécutant, soit en vous mettant sauveur. Ça peut être le sauveur qui appelle le persécuteur, qui dit, Théric, je sens que je t'ai frustré, que j'ai mal fait les choses, balance-moi tout ce que tu as sur le cœur, ça va te faire du bien. Je viens sauver Théric pour lui permettre de me balancer toutes les raisons pour lesquelles il est déçu de mon comportement. Ça peut être victime également qui appelle sauveur. Je ne vais jamais y arriver à faire cette présentation. Il n'y a que toi qui peux le faire, donc là, viens me sauver. On a vu qu'il y avait deux manières d'être hameçonné, soit simplement parce que quelqu'un rentre sur le triangle, soit parce qu'il y a une invitation qui nous est envoyée. Il peut y avoir une troisième raison, qui est qu'en fait, personne ne soit rentré sur le triangle, et c'est nous qui sommes les premiers à y rentrer. Parce qu'il faut être vigilant quand on joue avec ce triangle dramatique. On peut tout d'un coup prendre pour de l'agressivité quelque chose qui est simplement de l'assertivité, prendre pour du sauvetage qui est quelque chose qui est simplement de l'aide. Donc de nouveau, surréagir en raison de croyances, de vécus, de peurs qui nous habitent. Et en fait, c'est nous qui démarrons ce triangle dramatique. Bien évidemment, un jeu a forcément une fin, forcément un gagnant, un perdant. Le jeu se termine au moment où les rôles basculent. C'est ce qu'on appelle le switch ou le drame. Donc, prenons l'exemple, par exemple, de Paul, qui travaille dans une société. Paul est extrêmement sensible à la condition féminine, et puis il croit percevoir dans un échange le fait qu'une de ses collègues est victime de propos misogynes. Donc, Paul intervient directement en persécuteur par rapport à la personne qui est à l'origine de ces propos misogynes. S'ensuit une escalade. Paul gifle cette personne responsable des propos misogynes. Et puis, finalement, la victime de ces propos misogynes se retourne contre Paul en lui disant « Mais je suis outré en fait qu'on puisse laisser aller
à de la violence physique au travail. Donc tout d'un coup, c'est Paul qui devient la victime, là où, quand il est rentré, il était le sauveur. À chaque fois que le triangle dramatique démarre, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, il y a le fameux drame qui va se jouer comme au théâtre, où tout d'un coup, il va y avoir une bascule des rôles. Là-dessus, on peut se dire, mais pourquoi finalement aimons-nous jouer à ce triangle dramatique? Pour des raisons simples, hein, c'est excitant. C'est-à-dire que quand on joue à ce triangle dramatique, il y a des décharges émotionnelles qui génèrent par exemple de l'adrénaline. Donc, c'est addictif. Ça rapporte également au sens où le sauveur peut se dire « je suis indispensable », qu'il le veuille ou non. Le persécuteur peut se dire « je suis le plus fort, j'ai vraiment le pouvoir ». Donc, on vient renforcer des croyances. Et puis, si jamais on est le dindon de la farce, si le drame s'est retourné contre nous, eh bien, on accumule des timbres, on accumule de la rancœur. J'ai peut-être perdu, mais je vais le rattraper demain et puis il verra ce qu'il verra. Et ça rassure en effet un certain nombre de croyances. Il se peut très bien que quand on joue, il y ait exemple de croyances. On ne peut pas faire confiance aux gens. C'est cette croyance qui fait qu'à un moment donné, je bascule. Pour les joueurs professionnels, il faut savoir qu'un triangle, oui, il peut y avoir deux protagonistes, mais on peut très bien jouer le triangle dramatique tout seul, être le persécuteur de soi-même, la victime, essayer de se sauver. Tout ça peut jouer dans un discours interne. Quand on joue ce triangle dramatique, oui, il y a toujours une position de départ qui est marquée, mais on peut également jouer les deux autres rôles. Donc, si je reprends l'exemple du chef, ce chef qui s'en prend à ses équipes, il peut très bien également, dans le même moment, se sentir victime. C'est-à-dire que dire « Ah, mais décidément, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, je suis entouré d'incapables, et puis je vais encore devoir travailler ce week-end. » alors que j'avais des impératifs familiales. Donc là, tout d'un coup, il bascule aussi dans le rôle de victime. Donc, il y a plusieurs rôles qui peuvent être joués en même temps, en sachant qu'il y a toujours un rôle premier. Donc ça, c'était le triangle dramatique. Si on est là aujourd'hui, c'est pour savoir comment en sortir. Et comme la nature a horreur du vide, de la même manière qu'un atome est composé d'éléments positifs et négatifs, si on se dit que le triangle dramatique est un élément négatif comme un électron, son pendant, le proton, c'est le triangle compassionnel. Donc là où dans le triangle dramatique, le persécuteur, qu'on appellera désormais P-, agresse, on a cette énergie P+, qui est une énergie de puissance, où on va donner des permissions, on va chercher à faire des pactes, à proposer, à assumer son pouvoir sans en abuser. Là où le sauveur en S- va en effet tenter de sauver alors qu'on ne lui a rien demandé, le S+ va apporter son soutien, sa solidarité, son support. Et puis, là où la victime va être dans la complainte, va se plaindre, le V+, va être plus dans une expression de vulnérabilité de manière positive, d'expression de vaillance malgré cette vulnérabilité. Donc, le triangle compassionnel, c'est la partie positive du triangle dramatique. En pratique, ça veut dire que dans ce triangle compassionnel, quand je suis en P+, je donne un cadre, je donne des règles, je m'affirme. Quand je suis en V+, j'assume, je partage ma vulnérabilité, mes difficultés, sans pour autant me plaindre. Et quand je suis en S+, je propose mon aide, mon soutien à des demandes qui me sont faites. Nous en arrivons donc au protocole compassionnel. L'objectif du protocole compassionnel, c'est d'utiliser dans une même temporalité le triangle dramatique et le triangle compassionnel. L'objectif de tout ça, c'est de ne pas se laisser entraîner en fait, dans le triangle dramatique. Il y a d'ailleurs 3 prérequis
pour éviter de se laisser entraîner dans ce triangle dramatique, c'est ne pas se laisser hameçonner, ce qui est vraiment pas évident. Enfin, je veux dire, ça m'arrive encore très très régulièrement de me laisser hameçonner. Je sais que par exemple, je suis hypersensible au fait qu'on abuse de moi. Donc, dès que j'ai l'impression qu'on est en train d'abuser de moi, bam, je peux basculer naturellement dans ce triangle dramatique. Pour pouvoir activer ce protocole compassionnel, faut également justement pouvoir faire preuve de compassion par rapport à l'autre protagoniste et ne pas oublier qu'il y a forcément de l'énergie positive malgré une attitude qui est négative. C'est-à-dire que chez le persécuteur, de nouveau, il y a cette vraie volonté de faire bouger les choses. Chez le sauveur, il y a cette vraie volonté d'aller apporter son aide. Et puis, chez la victime, il y a une véritable expression d'une douleur. Pour pouvoir activer ce protocole compassionnel, il est important de faire preuve de sincérité et d'être dans une démarche qui est pleinement sincère. Donc, le protocole compassionnel, il consiste simplement à jouer une boucle. C'est-à-dire que face à quelqu'un qui, par exemple, un persécuteur qui nous envoie une invitation victime, de jouer systématiquement ces trois positions en même temps, P+, S+, V+. Normalement, il faut le jouer si l'attaque, on va appeler ça une attaque, vient par exemple d'une victime, il faudrait d'abord jouer V+. Si ça vient d'abord d'un sauveur, il faudrait d'abord jouer S+. Mais là, on est déjà dans du raffinement. Si déjà on joue le protocole complet, c'est-à-dire les trois positions, P+, S+, V+, là, c'est parfait. On va prendre de nouveau l'exemple du chef qui se laisse déborder par ses émotions. On peut très bien démarrer là, par un V+, qui est une reconnaissance qui consiste à dire, admettons qu'il s'appelle Alban. Alban, tu as raison. Des choses ont dysfonctionné au niveau de l'équipe et le résultat n'est pas au niveau attendu. Je peux ensuite faire du P+. Donc, V+, c'est je reconnais le niveau de vulnérabilité. P+, c'est je vais donner les règles. En attendant, pour pouvoir discuter désormais de ce problème et de le régler, moi, ce que j'attends de ta part, c'est de ne pas tomber dans des attaques directes. Ce que je souhaite, c'est qu'on parle avant tout du projet, des raisons pour lesquelles les choses n'ont pas fonctionné comme souhaité. Est-ce que tu es OK avec cette approche, avec ce cadre? Et puis, du S+, c'est qu'à partir de là, à partir du moment où tu respectes ce cadre-là, bien entendu que moi, je vais également y mettre toute mon énergie pour essayer d'améliorer les choses et puis de trouver une issue positive. Systématiquement, face à une attaque, jouer en boucle P+, S+, V+. C'est peut-être un tout petit peu théorique. L'idée, c'est que justement, durant la deuxième partie de questions-réponses, qu'on parte éventuellement sur des exemples concrets que vous avez pu rencontrer et puis qu'on essaie de jouer systématiquement ce protocole compassionnel en passant au travers ces trois roues. L'utilité du Karpman Process Model, c'est, de manière un petit peu ironique, c'est de profiter du spectacle qui se joue autour de nous en permanence. De manière plus sérieuse, c'est de prendre conscience de nos hameçons, parce qu'on en a tous, se voir jouer ce triangle dramatique, aller vers des interactions OK à l'aide de ce protocole compassionnel. Et puis, une fois qu'on prend connaissance de nos hameçons, ça peut être une bonne occasion également de creuser pour savoir quelles sont les croyances qui se cachent derrière ces hameçons-là et progressivement déconstruire ces croyances-là. L'ITC notamment, qui est un des outils utilisés par Stéphanie dans le cadre d'Arcom, Immunity to Change, est un très bon moyen là, pour aller très rapidement et de manière efficace déconstruire ces croyances.